Alors toujours dans le décryptage des ordonnances Macron, on se fait ses projets. Je reçois Bruno Creton, donc de Dubost et compagnie. Bonjour Bruno. Alors Bruno, on va pas se cacher, c'est un vieux complice. On se connaît depuis quelques années maintenant, on avait presque 30 ans. 1993. Voilà, 1993, où on a déjà sévi sur les salons pour comité d'entreprise. Et aujourd'hui, Bruno reste un des spécialistes du comité d'entreprise et de l'histoire des comités d'entreprise. Alors, quelle est cette nouvelle instance et quelle est sa destination et vers quoi on l'emmène finalement? Parce que est-ce que réellement là-dessus on peut se dire il va y avoir une meilleure représentation du personnel, un meilleur dialogue social? Est-ce que ce qui va rester va permettre aux élus de bien représenter le personnel? Avant peut-être de démarrer sur cette nouvelle instance, je dirais les ordonnances, ça me fait penser un peu à un match de football dont le résultat ferait 1-0. 1 MEDEF, 0 salarié, dans le sens où, depuis la création des comités d'entreprise, le patronat n'a eu de cesse que de vouloir remettre en cause cette instance. Voilà. Alors il faut faire un peu d'histoire, hein. Création des CE 1945. À l'époque, quand vous prenez l'ordonnance de 45, déjà une ordonnance, l'ordonnance de 45 prévoyait la création des comités d'entreprise dans les entreprises de plus de 100 salariés. Alors que les débats en 44, qui faisaient suite au Conseil national de la résistance, avaient préconisé les CE dans les entreprises de 50. Donc déjà là, qu'est-ce qui s'était passé? Le patronat avait fait pression auprès de De Gaulle pour dire dans les PME on n'en veut pas chez nous, on règle nos affaires en famille. 1946, on revient à 50 salariés. La loi de 46 remet le CE à 50 salariés. Et de 46 à aujourd'hui, le CNPF, anciennement MEDEF, enfin MEDEF aujourd'hui, n'a eu de cesse que de vouloir remettre en cause cette instance. Alors là, ça n'a pas bougé. On est resté à 50. Ce qui a bougé, c'est qu'il y a une instance qui, aujourd'hui, alors qu'elle était une instance qui est montée en puissance ces 10 dernières années, qui prenait une place de plus en plus importante au sein des entreprises, notamment sur l'organisation du travail, sur les questions de conditions de travail. Je pense au CHSCT, qui avait été mis en place en 82 par les lois Auroux. Cette instance, je pense qu'elle va passer à la trappe. Et je pense que ça, c'est tout à fait regrettable. Tout à fait regrettable. Regrettable aussi parce que, quand je prends encore ces ordonnances, on nous les présente comme une meilleure garantie de sécurité pour les salariés et une plus grande flexibilité pour les entreprises. Pourquoi pas? Elle est bien d'obédience libérale. Alors, si le libéralisme, c'est débloquer les énergies, je ne peux être que d'accord avec le déblocage des énergies. On a besoin de l'énergie. Enfin, il faudra qu'on m'explique en quoi les institutions représentatives du personnel sont un frein à l'emploi, hormis pour un certain nombre d'entreprises, d'un point de vue dogmatique, considérant que ça sert à rien. Voilà. Et je pense que les ordonnances leur donnent raison, dans le fond, puisqu'on simplifie un certain nombre de ces instances. Là où je suis inquiet notamment, c'est qu'aujourd'hui, quand je vois le déficit qui existe en France, au niveau des entreprises, c'est la place qu'on donne aux salariés, la considération qu'on leur donne, notamment autour de l'organisation du travail. Voilà. Et cette instance CHSCT pouvait augmenter sa capacité à repenser le travail. Toute cette disposition-là disparaît. Le CHSCT, on est en train de le supprimer au moment où il prenait une grande importance dans les entreprises. Et il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, et c'est aujourd'hui qu'on décide de le fusionner, de le supprimer. Tout à fait, tout à fait. Alors, quand vous regardez, on dit qu'il n'est pas supprimé, puisque l'ensemble des prérogatives des institutions continuent d'exister. La difficulté, ça va être que ces institutions vont être portées par un nombre d'élus restreint. J'allais dire 80% des entreprises étaient déjà sur cette situation-là. La DUP mise en place par la loi Rebsamen qui faisait la fusion des PCE, CHSCT, et j'allais dire, est l'ancêtre de ce CSE. Encore, il y avait un garde-fou, parce que il fallait un accord d'entreprise au-dessus de 300, il y avait un garde-fou. Là, il n'y a plus de garde-fou. On est bien d'accord. Pour 80% des entreprises, ça se mettait en place à l'initiative du chef d'entreprise. Pour les autres entreprises de plus de 300, ça devait se négocier, se discuter. Quand vous regardez aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui se mettait en place dans les entreprises de plus de 300. Ça discutait sur
une adaptation des IRP négociés, et dans les entreprises de 300, comment la DUP se mettait en place. J'allais dire, moi j'étais très étonné quand même, quand le projet d'ordonnance a commencé à être discuté, qu'on a mis ça, ce fameux CSE, sur le tapis. Je n'avais pas entendu de la part des entreprises, je ne parle pas du MEDEF, je parle des entreprises, une volonté, une nécessité de remettre à plat ces institutions. Et je pense que pour des entreprises de 300, la question va être posée. Comment va-t-on améliorer le dialogue social? Alors on peut dire, ça sera une meilleure efficacité, on va optimiser les instances, etc. Il y a tout le volet des décrets qui doivent sortir. On va voir si on est bien dans cet esprit-là, au regard des moyens qui risquent d'être fortement impactés, notamment en nombre d'élus, en heures de délégation. D'accord ? N'empêche qu'on aurait pu travailler sur une adaptation volontaire. Bon, ça n'a pas été le cas. L'autre point, et ce qui m'inquiète, c'est que, à la fois sur le CHSCT, mais à la fois sur l'histoire des comités d'entreprise, quand vous regardez dans l'histoire des CE, 1945-1975, les CE sont plutôt focalisés sur les activités sociales et culturelles. Voilà. C'était leur but d'ailleurs. C'était un des points du CE. Le comité patate de la libération. Quoi. Oui, c'est vrai. Sauf que dès la libération, on disait que le CE a deux missions. Sa mission sociale, sa mission d'ordre économique. Elle existait dès la libération. D'accord ? Il se fait que, pour différentes raisons, le CE s'est focalisé pendant 30 ans là-dessus. Il a commencé à s'imprégner de sa mission économique dans les années 75, avec l'arrivée notamment des licenciements, de la crise, bon, je ne vais pas refaire l'histoire. Et pendant 30 ans, il a été sur ce chemin-là, d'accord ? Renforcé en 82 par le CHSCT sur les aspects conditions de travail, organisation du travail, avec tout l'apprentissage que nécessitent ces transformations. Aujourd'hui, tout ça risque d'être remis à plat. Quand je dis remis à plat, pourquoi ? On pourrait dire que la partie économique continue d'exister, mais on lui réduit fortement ses moyens. Je pense à un sujet que l'intervenant de tout à l'heure disait, sur la possibilité qu'auront les CE de transférer une partie de leur budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles. Alors bon, on pourrait dire, oui, je défends mon intérêt dans le sens où, en tant que formateur et société de formation, nous sommes sur ces budgets. Ça fait 20 ans que je dis aux élus, faites attention, et ça fait 20 ans que les élus, une partie d'entre eux, demandez ce transfert. J'ai toujours dit, vous savez, sur ce transfert, il n'y a pas meilleur défenseur de ce que vous demandez que les patrons. Parce que depuis la création de ce budget, les patrons disaient, nous sommes d'accord pour réduire ce budget de 0,1 et transférer 0,1 sur la partie sociale. Et mon intervention auprès des élus, je disais, quand les patrons sont d'accord avec ce type de demande, je ne suis pas sûr que c'est dans votre intérêt. Voilà. Aujourd'hui, on risque quand même, sur cette partie qui risque de se réduire, d'avoir moins les moyens, moins la volonté d'être sur cette compétence économique. Juste un point, et si je suis trop long, tu me le dis. Le Code du travail dit que le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective de l'intérêt des salariés. Ça, c'est son objet. D'accord ? Comment représenter l'intérêt collectif ? Ça veut dire, d'un point de vue économique, où va l'entreprise, quelle est sa situation, quelles sont ses transformations, etc. Ça veut dire comment les élus doivent s'imprégner de cette dimension, par la formation, le recours aux experts, etc. D'accord ? Demain, ces budgets risquent de passer sur les activités sociales. Et je dirais aux élus, faites attention. Votre responsabilité reste la même. Vous avez une responsabilité vis-à-vis des salariés de défendre leurs intérêts. Si demain vous ne faisiez pas votre travail et vos missions, on peut penser que des salariés pourraient vous mettre demain devant la justice pour dire « t'as pas fait ton boulot, t'as pas préservé mon intérêt ». Et là-dessus, je pense qu'il y a tout un travail de reconquête à faire. C'est peut-être ça la ficelle pour aller à la reconquête, c'est que un maximum de comités d'entreprise puissent être attaqués par les salariés, et que eux disent mais attention, nous on ne nous en a pas donné les moyens. Peut-être que c'est ça la remise en cause qui est à faire. Je dirais aux élus, faites attention, vous prenez une mission, donc des responsabilités, vous êtes en charge de remplir vos missions. Voilà. Au même titre que je disais aux membres du CHSCT,
Souvent, quand je forme les CHSCT, les élus me disent « Mais est-ce qu'on pourrait être attaqué si on ne faisait pas notre travail ?» Alors, je prends toujours un exemple. Je dis, vous savez, en 2001, il y a eu 2 catastrophes importantes. Enfin, il y a eu les tours à Manhattan, et puis peu de temps après, il y a eu AZF. AZF, ça fait 36 morts. Et je dis toujours au CHSCT, ben dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On ouvre des enquêtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a un volet judiciaire. Le juge se saisit de la question. Et le juge, lui, va travailler sur la responsabilité. On démarre par le plus haut niveau, le chef d'entreprise, et après on ouvre les portes. Et à un moment donné, on va arriver à l'établissement, chef d'établissement, et on va arriver au CHSCT. Est-ce que le CHSCT avait connaissance des faits? Oui, non. Non, je ferme le dossier. Il avait connaissance des faits? Oui. Qu'a-t-il fait? Il est intervenu, il a mis en garde, il a fait des préconisations. Très bien. Est-ce que les préconisations étaient retenues par l'entreprise? Oui, non. Non, pourquoi? Non, pourquoi? Alors que si on les avait suivis, on n'aurait peut-être pas eu la catastrophe. On accroît la responsabilité du chef d'entreprise. Le CHSCT a connaissance des faits. Il n'a rien fait. Ben, excusez-moi, vous êtes responsable, vous avez une mission qui est de travailler sur la représentation et l'intérêt des salariés. Vous avez failli à votre mission volontairement. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu d'élus de CHSCT condamnés parce que les salariés les mettraient devant les tribunaux. Rien ne me dit que demain, je ne le verrai pas. On n'a jamais vu de DRH en prison pour délit d'entrave non plus. Tu te trompes. Tu te trompes. Pourquoi la loi Macron 1 a fait modifier le changement de la condamnation du délit d'entrave? Avant, c'était un délit susceptible d'être condamné par de la prison et de l'amende. Tout simplement parce que à Toulouse, si mes souvenirs sont bons, c'était une entreprise américaine qui s'appelait Molex, où les patrons se sont conduits comme des cingouins, et ils ont été condamnés, alors pas de la prison ferme, hein, mais quand même avec la prison avec sursis, et pour les Américains, ça leur fait drôle. Hein. Condamner le patron à de la prison, ça fait drôle, et je te rappelle que c'était un des points qui était mis en avant par la loi Macron 1, sur le changement, notamment du traitement du délit d'entrave. On faisait peur, soi-disant, par cette possibilité de condamnation aux investisseurs étrangers, notamment américains, sur le fait qu'ils puissent aller en prison s'ils ne respectaient pas le droit français sur les institutions, enfin sur le traitement des institutions représentatives du personnel. Donc tu vois, des patrons, alors il n'y en a pas eu des 1000 et des 100, hein, mais quand même, tu vois, c'est... Voilà. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est aujourd'hui les élus, je crois que là-dessus, il faut qu'ils prennent bien en compte leur notion de mission et responsabilité. J'allais dire plus aujourd'hui qu'hier. Hier, il y avait un frein sur les budgets de fonctionnement. Vous n'avez pas le droit de le faire. Voilà. Aujourd'hui, et je pense que beaucoup, personnellement, je vends beaucoup de formations. J'ai déjà des gens qui m'ont appelé en disant « Au fait, on a cru comprendre que ça changeait sur les budgets de fonctionnement. » Vous voyez, on attend le passage de l'ordonnance pour faire passer une partie des budgets. Et je pense que ça, c'est regrettable. Alors, on avait ce matin Rémi Chabot d'Arcadès, puis toi, dans ce même secteur d'activité. Est-ce que cette activité de formateur d'élus de CE est un secteur d'activité en danger? J'ai échangé avec quelques collègues, et j'ai échangé notamment avec la personne avec qui j'avais monté la première société qui s'appelait Dubos-Secreton, donc avec Nicolas, qui est aussi un des experts du CE, qui était très retourné par les ordonnances. Je lui ai dit, attends Nicolas, il y a une chose qu'il faut se mettre en situation. C'est que le CE d'aujourd'hui, le CE d'il y a 30 ans, quand on a commencé nos activités, je rappelle que, et je peux en parler, il y avait un dénommé Marcel Dumont, je ne sais pas si tu te souviens, qui est quand même un des créateurs de ce secteur-là. Voilà. La situation a profondément changé. Profondément changé sur quoi? Sur la nature même des élus. Aujourd'hui, on a des élus qui viennent quand même d'un monde, entre guillemets, plus technique, plus de techniciens. C'est pas une question de valeur. Hein. Je veux dire plutôt des gens qui sont dans une démarche de quand j'ai un travail à faire, il faut que je maîtrise le dossier. Pour le maîtriser, il faut que je me forme. Il y a 30 ans, on n'était pas là-dessus. La formation sur les élus de l'époque, c'était parce que les élus de l'époque venaient plutôt du monde ouvrier, de gens qui sont dans des situations d'ouvriers peu qualifiés. C'était la formation me fait peur. La formation, c'était le moyen de montrer mes manques, la peur de montrer mes manques. Donc c'était une difficulté. Aujourd'hui, on a un peu changé, et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde des élus, les élus qui prennent ces missions, parce que je suis quelqu'un qui est
profondément respectueux des élus. C'est un métier, enfin ça n'est pas un métier d'abord, excusez-moi. C'est une fonction... Sacerdoce quelquefois. Ouais, c'est une fonction difficile. Une fonction difficile parce qu'ingrate. On représente des gens, on les défend, on essaye de faire des choses pour eux, et on a peu de remerciements. Je dis toujours aux élus, si vous prenez votre mandat en attendant les merci des salariés, ben vous allez être déçus. Ça veut dire qu'ils sont trompés, ouais. Ben voilà, vous savez, moi je prends souvent le TGV, et quand le train arrive en gare, je vais rarement saluer le pilote de la motrice en lui disant merci d'arriver à l'heure. Voilà. Pour moi, c'est la moindre des choses. Voilà. Quand il est en retard, des fois, je suis un râleur, comme beaucoup de Français. Moi aussi, ouais. Voilà. Mais voilà, donc, j'ai dire, c'est normal. Quelque part, ils vous ont rien demandé. Ils vous ont rien demandé. Vous avez décidé d'être élu. Faites votre boulot. Et donc, c'est un métier, c'est une fonction ingrate. Et en plus, on est mal vu par le patron. Voilà. Et en plus, on a cette difficulté-là. J'ai dire, quelque part, les remerciements se font autrement. Autrement. Voilà, autrement. Autrement, dans le sens où le salarié ne demande rien quand tout va bien. Quand tout va bien, il va voir le CE pour lui dire qu'est-ce que tu fous sur les activités, comment j'ai pas eu mon chèque, ceci et cela. Quand ça commence à aller mal dans la boîte, je me retourne vers mes élus, si je les connais, si je les ai identifiés, en disant qu'est-ce qui se passe. Et c'est là. Et vous faites quoi? Et c'est là, j'allais dire, sur cette dimension, toute cette partie-là, que les élus doivent continuer à travailler. Voilà, c'est sur cette. Alors, c'est pour ça que je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que les CE feront toujours de la formation parce qu'ils en ont besoin. Parce que les choses sont plus complexes et plus compliquées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 30 ans. Voilà. Je pense que les élus continueront à avoir des outils pour ce que moi j'appelle des outils d'accompagnement. C'est aussi mon métier d'un point de vue juridique, d'aide, etc. Ils continueront à le faire. Les CE qui n'étaient pas dans une démarche de formation, d'accompagnement, elles ne le seront pas plus. Et elles renverront une partie de leur budget sur l'aspect social. Voilà. Donc voilà, je ne suis pas inquiet sur le devenir. Alors oui, le marché va bouger. Hein. Oui, il va bouger. Le marché des formateurs, le marché des experts. Quand vous regardez dans la loi, on réduit quand même les missions des expertises. On dit aux CE qu'ils vont en payer une partie. Avec un budget qui sera en baisse, parce qu'il est toujours de 0,2, mais plus calculé sur le même poste. Donc il est de fait en baisse. Donc oui. Finalement, il ne reste plus rien, quoi. Oui, puis un budget sur lequel tu pourras envoyer une partie de l'autre côté. Donc voilà, c'est la responsabilité des élus, j'allais dire, dans cette période, est accrue. Et je crois que là-dessus, il y a un travail énorme à faire. Voilà. Ben, c'est pas très encourageant. Merci Bruno d'être venu décrypter un petit peu plus les ordonnances Macron. Et puis, les gens vous retrouvent sur YouTube maintenant. À leur bon vouloir. Merci Bruno. Merci à toi. Au revoir.